Fin 2018, les marches pour le climat réunissent des milliers de gens. En décembre, au plus fort de la mobilisation, les associations de défense de l'environnement qui coordonnent le mouvement estiment que 120 000 personnes sont dans la rue pour réclamer des mesures écologiques fortes et immédiates. Jamais la question environnementale n'avait autant rassemblé. Parmi les manifestants, on compte beaucoup de jeunes. Des étudiants, des lycéens et parfois même des collégiens. Aujourd'hui, ces jeunes ont grandi. Ce sont maintenant des étudiants, des jeunes diplômés et pour certains des actifs, désormais sur le marché du travail. Eux ont grandi. Mais la situation, elle, s'est dégradée sans réaction politique à la hauteur. Les sciences, la 6e extinction a commencé et elle serait aussi massive que celle qui a vu la fin des dinosaures. La première est évidemment climatique, il pleut de moins en moins dans le pays, les températures atteignent des records l'été au-dessus des 50 degrés, ce qui provoque une évaporation des eaux. C'est une référence. Rapport spécial du GIEC, les experts du climat de l'ONU, le 4e en moins d'un an, qui nous dit que le réchauffement va avoir des conséquences dramatiques sur les océans et sur la cryosphère, c'est-à-dire la banquise, les glaces. C'est maintenant ou jamais si l'on veut éviter un réchauffement climatique désastreux de 3 degrés d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Nous reviendrons également dans Chez ces étudiants et ces jeunes diplômés, on s'interroge. Comment envisager l'avenir dans de telles conditions ? Comment penser qu'il sera possible de vivre, consommer, travailler comme la génération précédente, alors que les ressources s'amenuisent et que la Terre se réchauffe ? Dans les grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, vitrines du système scolaire français, on entend quelques voix s'élever. Nous devons résoudre en 30 ans le défi écologique. Un défi existentiel et civilisationnel dont l'enjeu est la possibilité même de soutenir la vie. J'aurais pu sans difficulté accepter un poste qui me donnerait accès à tous les privilèges du polytechnicien. L'argent, le pouvoir, le prestige. J'aurais pu croire à ces promesses de RSE, de croissance verte. Dans ces lieux de formation des élites, les étudiants prennent la parole, formulent à haute voix leurs doutes, leurs critiques, quitte à entrer en conflit avec leur direction. Il est urgent d'accepter d'ébranler toutes les certitudes qui ont pu nous animer jusqu'à aujourd'hui. Il est urgent d'entamer un virage radical, car tenter de résoudre à la marge des problèmes, sans jamais remettre en cause les postulats mêmes du système dans lequel nous vivons, ne suffira plus. On ne négocie pas avec les limites planétaires et climatiques, encore moins à renfort de greenwashing et d'entourloupe sémantique. Osons transformer les modèles et imaginer de nouveaux futurs. Osons construire un avenir différent de celui qui semble tout tracé aujourd'hui. Tous sont élèves ou diplômés d'une grande école. Certains refusent de travailler au service d'entreprises polluantes, d'autres ont décidé de boycotter le secteur privé, voire de déserter le monde du travail. Ces derniers mois, ils ont fait entendre leur voix bien au-delà de l'enceinte de leurs écoles. Je m'appelle Pauline Payassa, je suis journaliste. Ce qui est certain, vous écoutez Les Refuseurs, c'est qu'en tant que personne exerçant un poste de haut niveau, mon potentiel de nuisance environnementale sera probablement bien plus élevé que la moyenne. Un podcast lesjours.fr. Et moi dans tout ça, je fais quoi ? Épisode 1. Bonjour à tous et à toutes. Donc comme vous le voyez, on n'est pas que Lola. Tout commence le 10 mai 2022 avec une vidéo appelée « Appel à déserter » publiée sur YouTube. La scène se déroule dans le grand amphithéâtre boisé de la salle Gaveau lors de la remise des diplômes de l'école AgroParisTech. De cet établissement sortent chaque année des centaines d'ingénieurs agronomes fraîchement diplômés. Alors que le public s'attend à voir une étudiante qui doit leur parler de son année de césure, ce sont en fait 8 élèves qui montent sur l'estrade et prennent la parole. Une dernière fois après 3 ou 4 années à AgroParisTech. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique,
Une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf, mais repeint en vert. N'attendons pas le 12e rapport du GIEC, qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre qu'aggraver les problèmes et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. Vous pouvez bifurquer maintenant. À vous de trouver vos manières de bifurquer. Sur les réseaux sociaux, la vidéo devient virale. Les uns saluent une décision courageuse, les autres regrettent ce qu'ils perçoivent comme un abandon, une désertion. Mais pour la première fois, ce discours dépasse l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur. Ce discours reste à la marge, certes, mais pour la première fois, il devient réellement audible. En fait, le phénomène est à l'œuvre depuis plusieurs années. L'intervention des agros qui bifurquent, comme se sont prénommés les étudiants d'AgroParisTech, fait écho à la prise de parole de Clément Chouane en 2017 lors de la remise de diplôme de l'école d'ingénieurs de Centrale Nantes. Voilà maintenant 2 mois que j'ai fini mes études. Ça y est, je suis ingénieur, je suis diplômé. Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation. Alors, quand dans mon école, le budget du Bureau des développements durables se voit amputé, quand sobriété et décroissance sont des termes qui peinent à s'immiscer dans les programmes centraliens, mais que de grands groupes industriels à fort impact carbone sont partenaires de mon école, je m'interroge sur le monde et le système que nous soutenons. Je doute et je m'écarte. Eh bien, monsieur le directeur, je pense que vous vous trompez sur la vision que vous avez de la transition écologique et les moyens que vous y attribuez. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour faire de Centrale Nantes un laboratoire de solutions techniques, sobres et durables, de changer la donne et de co-construire un futur souhaitable où l'argent n'est plus la seule valeur. Merci. Dans la foulée, émergent les grèves étudiantes pour le climat, le manifeste étudiant pour un réveil écologique signé par près de 30 000 étudiants qui vise à faire pression sur les établissements et les employeurs. Et dans les écoles, les prises de parole semblables se multiplient. À ce moment-là, Benoît Algan est étudiant à Polytechnique depuis 1 an. Très engagé sur ces questions, il décide avec une camarade de s'exprimer sur un sujet lors d'un colloque organisé par son école. Bonjour. Merci de nous donner la parole. Nous trouvons important de pouvoir nous exprimer sur ces sujets. Les générations futures dont on parlait au sommet de la Terre à Rio en 1992, nous en sommes les premiers représentants. Notre génération sera impactée par les conséquences du réchauffement climatique. En ce qui concerne l'école polytechnique, c'est donc dans les activités de l'enseignement, de la recherche et de l'entrepreneuriat que doivent être abordées en priorité les questions environnementales. En effet, l'IX se targue souvent de vouloir former ses étudiants aux grands défis de demain. Comment se fait-il qu'une école aussi généraliste que Polytechnique n'inclut aucun cours sur le développement durable dans son tronc commun, alors que, il faut le répéter, c'est le défi principal de notre temps. Ces perspectives devraient aussi apparaître dans notre enseignement, en nous proposant par exemple des cours sur le modèle économique de la transition ou sur l'économie sociale et solidaire. L'IX a le devoir d'être une des premières grandes écoles françaises à le faire, en se démarquant par sa compréhension de cet enjeu majeur du XXIe siècle, mais aussi pour rester en phase avec les défis de son temps, qui ne sont pas uniquement expansionnistes.
Alors en fait, quand on a été voir en septembre 2018 le président de l'école qui venait d'arriver en disant il y a ce manifeste, il y a une mobilisation des étudiants, lui s'est dit c'est très bien, il faut que l'X en fasse une priorité. Je sais qu'il avait rencontré des gens comme Jean-Marc Jancovici qui lui avaient dit aussi qu'il faut que ce soit une priorité. C'est justement là qu'on tombe sur la sobriété. On va devoir faire avec moins. Alors Jean-Marc Jancovici, c'est un ingénieur engagé contre le réchauffement climatique et qui a sensibilisé de nombreux étudiants à la question grâce à ses conférences et ses interventions dans les grandes écoles. Mais on reparlera de lui un peu plus en détail dans un prochain épisode. Donc il avait dit on en fait une priorité et un peu on se laisse une année pour voir ce qu'on va faire. Et à la fin de l'année on organise un grand colloque international sur le développement durable qu'on refera régulièrement. Il disait aussi c'est pour fêter les 225 ans de l'école. Et on fera venir des intervenants un peu connus du monde entier pour parler de ça. Ce sera un grand colloque scientifique comme font certaines universités américaines. Et donc nous on avait un peu participé avec l'administration à la préparation de ce colloque, au choix des intervenants, etc. Et donc il nous avait dit pour introduire le colloque, il y aura un discours du président de l'école et puis on proposera aux élèves de faire un discours. Et donc c'est moi qui me suis retrouvé à faire ça avec une amie, Margot. Et en fait, on avait carte blanche officiellement. Après, ils voulaient qu'on prépare ça avec la direction de la communication. Donc, on avait plusieurs rendez-vous de préparation avec eux. Mais la direction de la communication a été très ouverte vis-à-vis de ce qu'on voulait dire et nous ont laissé dire ce qu'on voulait. C'est un discours qui, après, n'a pas du tout plu au président. Et je crois qu'il a été un peu... Il a reproché à la direction de la communication de nous avoir laissé suffisamment libre. Parce que je pense qu'ils auraient aimé qu'on félicite l'école d'organiser un colloque sur le développement durable et qu'on félicite l'école qui se met en mouvement. Et nous, on a plutôt dit, mais aujourd'hui, l'école, mais comme les autres organisations de l'enseignement supérieur et l'ensemble des organisations, n'est pas à la hauteur de la crise écologique. Donc je pense qu'ils n'ont pas aimé ce côté un peu on secoue et on tape sur l'école. Et puis je pense que l'administration a un peu de mal avec ce discours un peu militant et quand même avec une certaine critique du monde économique, parce qu'il y a quand même il y a des liens assez proches entre le président de l'X et cette sphère du business. Et donc je pense qu'il ne partage pas la même vision politique que nous vis-à-vis de ces questions écologiques. Et donc lui, il se dit convaincu qu'il y a besoin d'une transition écologique, parce que toute personne sérieuse le dit aujourd'hui. Mais après, il est quand même plutôt du côté de l'innovation technologique et avoir cette vision un peu technosolutionniste des enjeux qu'on n'a pas. Nous, on axe plutôt sur changer de mode de vie, la sobriété, etc. Mais nous, on a pu dire ce qu'on voulait. Et donc, on a parlé des convictions qu'on portait, et puis à la fois de l'insuffisance de la réponse apportée par l'école, des formations sur ces questions. Et puis en émettant un peu une critique aussi du système économique. Et puis en essayant de porter la voix des étudiants qui se mobilisent sur ce sujet. Et en 2022, c'est un net changement d'ambiance qui a lieu lors de la remise des diplômes des étudiants de Polytechnique. Alors la remise des diplômes, elle était organisée par le bureau des élèves et l'administration, la direction de la communication essentiellement. Donc c'était après plusieurs prises de parole assez médiatiques des étudiants de l'AgroParisTech, d'HEC notamment. Donc je pense que la direction s'attendait à ce qu'il y ait des prises de parole. Ils connaissaient nos promotions, ils savaient qu'on était des promotions qui avaient été quand même très engagées sur ces questions écologiques. Donc je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait des prises de parole sur ces sujets. Sur qui prend la parole, en fait, c'est le BDE qui a demandé. Donc moi, c'est le bureau des élèves qui m'a demandé est-ce que vous pouvez venir... est-ce que tu peux venir témoigner un peu de toi, quels sont les choix que tu as suivis, le parcours que tu as suivi, pour faire face à cette question. L'angle de la cérémonie, c'était de trouver sa place. Et donc beaucoup de prises de parole étaient autour de ces sujets. Donc ça, l'école l'acceptait, et de toute façon, ils ne pouvaient pas nous boycotter, et ça aurait été très mal vu qu'ils interdisent les prises de parole sur ce sujet, etc. Par contre, ils voulaient effectivement relire avant ce qu'on allait dire. On savait qu'ils voulaient pas qu'on parle de Total, qu'on parle de McKinsey, parce qu'il y a eu pas mal l'année dernière de scandales ou d'interpellations autour de la place de McKinsey dans l'État. Et le président de Polytechnique était à McKinsey et était un des dirigeants de McKinsey en France. Donc ils n'avaient pas envie qu'on attaque aussi là-dessus, l'image de l'école, et puis ils ne voulaient pas qu'on tienne certains propos peut-être trop véhéments. Mais on sentait que ça les inquiétait un petit peu, ouais.
Ouais, et donc ils voulaient pas qu'il y ait de journalistes qui soient présents aussi, en disant il n'y a jamais de journalistes, ce qui était le cas, mais là il y avait peut-être une tournure un peu plus politique de cet événement. Donc je pense qu'il y avait un côté un petit peu... où ils attendaient de voir ce qui allait se passer avec quand même un petit peu d'appréhension. Ouais. Et pendant toute la cérémonie, il y a notamment un grand absent, c'est Patrick Pouyanné, PDG de Total et parrain de la promotion. Ouais, alors Patrick Pouyanné, comme tous les parrains de promotion, fait un discours. Donc lui, c'est le seul qui n'est pas venu dans l'école. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas envie d'être avec la promo? Est-ce qu'il craignait un peu? C'est possible, bon, peut-être qu'il y avait d'autres raisons, on ne sait pas. Mais donc il a fait une vidéo. Et à ce moment-là, il y a eu un certain nombre de... Dans l'amphi des élèves, il y avait l'amphi des élèves et l'amphi des parents et des profs. Donc l'amphi des élèves, il y a un certain nombre de huées, beaucoup de bruit dans l'amphi. Et puis une part assez conséquente, entre un tiers et la moitié des étudiants qui se sont levés et qui ont tourné le dos à l'amphi et donc à la vidéo de Patrick Pouyanné, en signe de protestation avec son entreprise et puis aussi en lien avec les altercations qu'il y avait eu entre nous et Total. Il y a une différence générationnelle sans doute, en tout cas dans l'appréhension de l'urgence du problème, je pense, où les étudiants ont envie que ça bouge beaucoup plus vite. Et on ne se contente pas beaucoup on va le faire et ça prend du temps. Il y a une différence politique avec, en tout cas avec l'administration et avec la présidence de l'école, qui ne voit pas par exemple le problème d'avoir des intérêts privés. Alors est-ce qu'ils se disent que les quelques agitateurs que nous étions de nos promos sont partis et que maintenant les autres promos vont accepter plus facilement et qu'ils n'ont eu pas de chance de tomber sur une promo où il y avait quelques agitateurs et que du coup ça va marcher? Peut-être qu'ils se disent ça, mais je pense qu'ils n'ont pas compris que les étudiants ne sont pas dans le même état d'esprit. Et donc, en fait, c'est évident que ça va continuer. Et que cette prise de conscience écologique, cette volonté d'agir, cette remise en cause du système, elle va continuer de s'opérer. Nous sommes un groupe d'étudiants de l'école d'ingénieurs AgroParisTech. Nous vivons et étudions avec des chercheurs sur le site de Grignon. Depuis hier, nous bloquons le site. Le site de Grignon est en processus de vente à 4 acheteurs potentiels. Nous souhaitons ralentir le processus de vente afin de médiatiser la situation actuelle et dans l'idéal, empêcher la privatisation du site. Parmi les 4 acteurs, des promoteurs immobiliers comme Altarea ou Grand Paris. Mais ce vent de contestation souffle aussi sur d'autres grandes écoles. Dans ces établissements d'ordinaire assez calmes, loin des mouvements de contestation des universités, les étudiants haussent le ton. À AgroParisTech, la plus réputée des écoles d'ingénieurs agronomes, un événement a eu lieu en 2021 et a cristallisé cet élan de mobilisation. Les étudiants souhaitent empêcher la vente du site de Grignon, riche de plus de 200 hectares de bois et de terres agricoles, à un promoteur immobilier, tandis que leur campus doit rejoindre le plateau de Saclay avec les autres grandes écoles d'ingénieurs. Blocus du site, actions militantes, organisation en collectif, les étudiants s'organisent. comme le château datant du XVIIe siècle. Grignon a beaucoup trop de potentiel pour finir bétonné et privatisé. Aujourd'hui, nous demandons un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. Lui-même ancien élève d'AgroParisTech qui puisait. Nous demandons que les étudiants aient un impact sur le futur de Grignon. Nous demandons d'être informés, écoutés, pris en compte sur les critères de vente. Aujourd'hui, le monde a besoin de ce type de contexte favorable à l'innovation et à l'avenir repensé. Ce blocage n'est pas seulement le blocage des étudiants. Ce blocage symbolise le ras-le-bol et la fatigue de tous ceux qui ont lutté depuis 2012 sans relâche. Ils donnent de la résonance à leurs actions qui ont été ignorées pendant toutes ces années. Et malgré la fatigue et la lassitude, nous leur demandons aujourd'hui d'y croire à nouveau. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que la procédure de vente a été extrêmement Manon obscure. Kister, étudiante à AgroParisTech. Membre du ministère des Finances et plus axé finance, il n'y avait personne de compétent sur l'évaluation du patrimoine historique et agronomique du site, avec des candidats à l'achat qui étaient tous des promoteurs immobiliers, sauf un candidat alternatif. Et les étudiants, pour avoir plus de transparence sur le processus et pour que
la voix de la société civile, parce que c'était pas que la leur en fait, ça faisait longtemps que les élus, les profs, tout le personnel étaient opposés à la fois au déménagement, mais bon là c'était irrémédiable, mais aussi à une vente qui se ferait dans l'ombre. Ils ont fait un blocus. Je pense pas que ce soit une première en termes de mobilisation. Il me semble que dans l'histoire de l'agro, il y a toujours eu un peu des germes quand même. On a quand même une école quand même particulièrement avec des enseignements quand même qui sont appropriés. Et en fait, le danger là, c'est que ça se perde avec ce côté justement globalisé, grossissement, ParisTech, Saclay, où on va se fondre dans les écoles d'ingénieurs généralistes alors qu'on a une vraie ADN à la base sur ces questions-là. Et voilà, c'est comme René Dumont, il vient pas de nulle part. De nos matières premières, la France consommait 5 millions de tonnes de pétrole. René Dumont, c'est un ingénieur agronome qui a enseigné pendant presque 40 ans à l'Institut national d'agronomie. C'est l'ancêtre d'AgroParisTech. Partisan d'une agriculture anticapitaliste, il est aussi le premier candidat à s'être présenté sous l'étiquette écologiste à l'élection présidentielle en 1974. Enfin, je veux dire, il y a un côté protestataire depuis quand même assez longtemps. Le blocus a quand même vraiment marqué un tournant. Pendant 3 semaines, ils ont occupé le site, ils ont arrêté tout et ils ont vécu en autogestion comme ça. Là, ce côté action directe, bloquante, qui a été au début dénigré. Hein. On parlait la violence, comme à chaque fois on sort ces trucs-là. Et en fait, donc ouais, ça a été très mal perçu par l'administration qui ensuite a dû concilier, s'est rendu compte que le mouvement était pacifiste, et qu'en fait ça pouvait pas payer là de trop taper sur les étudiants, mais il y a eu une vraie confrontation quand même, des pressions de la part de l'administration, des coupures d'eau chaude en plein hiver, des absences de maintenance de chauffage et tout, plus de restos universitaires. Enfin, bon. Et moi je suis arrivée dans l'histoire à la rentrée, parce que le blocus a été levé, du coup ensuite au printemps, il y avait les stages et tout, puis ils avaient obtenu un peu ce qu'ils voulaient, plus de transparence, même si bien sûr c'était que des paroles aussi sur les engagements à tenir leurs promesses. On a vu que ça n'a pas été respecté, et donc à l'été qui a suivi le blocus, juste avant la rentrée de septembre, a été annoncé le lauréat de la vente, qui est un promoteur immobilier, Altarea Cogedim, dont l'unique fonctionnement en général, c'est d'acheter des sites comme ça, rénover, construire et puis revendre de manière parcellaire les bouts pour se faire du bénéfice. Donc aucune préservation de la cohérence du site, aucune considération pour une quelconque fonctionnalité écologique ou d'enseignement ou d'ouverture au public ou citoyenne sur l'agroécologie. Donc ça nous posait d'énormes problèmes. Et donc, on a repris la mobilisation en septembre, et donc là, j'ai participé avec des actions, à la fois des manifestations, des actions un peu coup de poing et du plaidoyer dans les médias pour essayer de porter une voix contestataire là-dessus. Et ça a été aussi donc, un mouvement étudiant où il a fallu, encore une fois, je parlais de sorte de démocratie participative, on s'est constitué en tant que les étudiants d'AgroParisTech. Bon, alors nous étions des étudiants d'AgroParisTech, bien sûr que c'était pas 100%, et du coup il fallait savoir quel message on portait, et on voulait aussi représenter au mieux la population étudiante, donc on essayait au mieux de consulter, et du coup ça posait des questions qui au final étaient politiques, donc on a dû débattre de est-ce que c'est politique ou pas, est-ce qu'on se positionne, c'est bizarre, c'est que les gens de gauche qui nous soutiennent, donc c'était un tournant en sauce confrontation, mais c'était, nous en tout cas dans notre mobilisation quand on l'a vécu, c'était moins contre l'administration parce qu'en fait on savait qu'au fond d'eux, ils étaient d'accord. C'est juste que ce sont des bons petits soldats qui obéissent et ce sont des hauts fonctionnaires. Ils sont formés pour ça, hein, voilà. Et qu'en fait, nous, c'était vraiment à l'État qu'on s'adressait. C'est ça qu'on a essayé de faire passer comme message. On allait manifester devant le ministère de l'Agriculture, on a dit bonjour, on les avait déjà rencontrés. Au bout d'un moment, même des camarades ont dit non mais en fait, attendez, là, on a déjà vu le ministère, ça n'avance pas. Vous nous renvoyez à Bercy qui nous renvoie au ministère, nous on veut voir Monsieur Castex en fait. Voir le Premier ministre. Et à ce qui paraît, ça a fini par arriver sur son bureau quand même. Donc ça a dû être à lui de trancher, il me semble. Donc ça, voilà, c'était vraiment une opposition contre l'action de l'État en tant qu'État, qui fait n'importe quoi avec un domaine public, alors qu'il a des engagements climatiques, sociétaux, et que quand tu as un site comme ça, c'est pas normal de le bâcler, de le vendre au plus offrant alors que tu t'es engagé par ailleurs et que tu tiens des discours sur l'agroécologie et que en fait tu le mets pas en pratique, quoi. Enfin, c'était une démonstration criante de l'absence de volonté politique, quoi. Politisation, prise de conscience de l'urgence climatique, les fondements de l'engagement sont bien là. Mais quels sont les parcours, les itinéraires et les déclics qui ont amené les uns et les autres vers l'écologie? Dans le prochain épisode,
Nous verrons comment cette génération s'est emparée de la problématique. Je me suis tout de suite dit, le changement climatique, je pense que c'est à peu près le plus gros défi qu'on ait à résoudre dans notre génération. S'il y a quelque chose dans lequel je dois investir 8 ou 9 heures par jour, c'est sûr que c'est ça. Quand j'ai commencé à me réfléchir, je me projetais dans des métiers plutôt extérieurs, genre travailler en forêt, travailler avec l'agriculture ou des choses comme ça. J'ai compris que finalement, je voulais plus faire des maths dans ma vie et que c'était pas ça qui allait me passionner, mais que j'avais plutôt envie d'avoir un engagement écologique. Vous venez d'écouter le premier épisode des Refuseurs, un podcast du site lesjours.fr. Vous pouvez retrouver tous nos autres podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et sur notre site lesjours.fr.